Tu fais ça? Ah oui. Vas-y, continue. La traversée, Pierrot, premier. Super. Dans le sport, t'es obligé d'être patient. Sinon, on paraît hyperactif. Je pense que je parais hyperactif. Finalement, on attend palier par palier, quoi. Et moi, j'ai accédé à cette liberté du droit à l'échec plus tard. Et c'est comme ça que j'ai gagné. Il faut juste faire des choix. Vous avez des choix forts à faire, certainement. Ouais, quelques semaines, même pas en quelques jours, c'était réglé. L'idée, c'est de sensibiliser les gens sur les déchets sauvages, leur revalorisation. C'est un sujet qui compte énormément et tu vois dans la rue que les gens s'en foutent encore. Tu m'as eu un droit dans les yeux et ça m'a apaisé, quoi. À moi, tu m'as eu. Bonjour et bienvenue dans La Traversée, le podcast pour oser rêver grand, réservé à ceux qui ont des projets, qui ont envie d'entreprendre. Je suis Hervé Franceschi, coach, conférencier, explorateur de l'humain et aventurier de l'entreprise. Depuis 25 ans, j'accompagne avec joie dirigeants, entrepreneurs, sportifs de niveau, artistes qui veulent mieux se connaître, grandir et accomplir leurs projets et acceptent de se mouiller. Dans ce podcast, explorez grâce à eux en toute intimité comment traverser vos difficultés, vos incertitudes et aussi vos réussites pour oser rêver grand et réussir vos traversées. Alors, très heureux d'aujourd'hui de faire une interview avec Pierre-Ambroise Bosse. Alors, ça fait un petit bout de temps qu'on doit faire cette interview. On l'a déjà faite. Si on l'a déjà faite en plus, parce que j'ai eu, si je raconte à nos auditeurs ce qui s'est passé, on avait le jour de l'enregistrement un marteau-piqueur sur le mur d'à côté. Elle nous explose les tympans. Je vais voir pour essayer de faire arrêter le marteau-piqueur. Je comprends que c'est sur la façade extérieure. Ça n'a rien à voir. C'est ça, exactement. Et donc, on se déplace d'une pièce à une autre. Et j'oublie d'enregistrer la première partie. Enfin, j'oublie de faire enregistrer. Et donc, je quitte simplement sur mon application. Et Moi, je te soupçonne quand même de vouloir me revoir. c'est ça. De vouloir avoir me contexte à domicile et de prendre un petit Et donc, retour en bonne compagnie. merci de me Avec recevoir plaisir. chez toi. Avec plaisir. Merci à toi de me faire l'honneur de ce podcast, hein, parce que tu sais que tu es un personnage à part. Non, mais les gens savent pas, mais moi, dès la première seconde, tu m'as vendu du rêve. Hein. Tu te rappelles ou pas de ce que tu m'as fait? La première fois La première fois qu'on s'est vu, extraordinaire ce que tu m'as fait. à Paris, avec À Brian. Paris, avec Brian, à l'époque, il avait Square Champs. C'est ça. Il m'avait expliqué un petit peu ce que tu faisais, d'où tu venais, ton passif, et puis tu t'approches comme ça, et au bout de quelques secondes, tu me dis, mais... Enfin, on parlait de prépa mentale, immédiatement, et d'énergie. Et tu me dis, mais tu sais que le rythme cardiaque, si je veux... Oui, je te change, t'as envie de mettre... Oui, c'est ça. Il accélère, là. Et puis tu t'approches comme ça, et tu sais que j'ai accéléré mon rythme cardiaque sans le vouloir, j'ai pris un énorme coup de pression. Et tu me dis, mais en posant l'épaule, la main sur mon épaule comme ça, tu fais, mais si je veux, je le relance. Tu me regardes droit dans les yeux, et ça m'a apaisé. À moi, tu m'avais eu. À partir de là, c'est bon, j'ai dit, Hervé, c'est bon. Je sais où je peux me rendre. Si je suis dans la merde un jour, je l'appelle, tout ira bien. Merci. Oui, donc oui, c'était un moment sympa. Je me rappelle, parce qu'on était venu au départ, c'était pour vous. Moi, je venais faire une vidéo, et puis tu étais là ce jour-là, donc c'était un bel échange. C'était vraiment incroyable pour moi. Okay. Puis après, on a eu l'occasion de se retrouver autour des chevaux. On a failli se retrouver autour des éléphants. Non, mais les chevaux, vraiment, aventure extraordinaire. Je suis pas allé au bout, en plus. Hein. Tu t'avais fait l'honneur de nous accueillir dans ton contexte. Voilà, tu nous avais offert cette session. Vraiment, la première personne que j'ai appelée, immédiatement, c'est ma sœur, qui avait besoin de ça, elle, pour de vrai. Parce que moi, c'était... tout le monde en a besoin, en fait. Hein, personne ne sait. Mais ma sœur particulièrement, elle l'a fait entre-temps. Donc, elle a eu des révélations. Mais voilà, et ça lui a fait du bien, en tout cas. Et donc, à l'occasion, j'aimerais vraiment le faire... voilà, il y a 5 sessions, c'est ça? Ouais, 4 sessions par an, mais ça fait 8 à 8. Il y a une douzaine de dates aussi. Ouais. Et puis les éléphants, tu me dis, c'est plus le contexte du groupe, c'est ça? C'est ça, on est en résidentiel. Non, mais je jette pas l'éponge là-dessus. Hein. C'est juste un peu plus compliqué d'aller en Thaïlande. C'est ça. Alors, moi, j'avais envie de t'interviewer pour une raison assez simple. Bien sûr que j'interviewe des sportifs, j'interviewe des gens qui ont vécu des choses extraordinaires, qui ont réalisé des choses extraordinaires, et je pense que tu fais partie de ceux qui ont réalisé des choses extraordinaires. Mais raconter d'ailleurs quelques anecdotes sur
sur cette finale, comment tu l'avais vécu dans ta tête avant. Et, moi, je m'en rappelle surtout, tu vois, de qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un gars qui est focus avec des records ou focus avec qualifié, focus avec des Jeux Olympiques. Je sais, pour en avoir préparé un certain nombre de gens comme toi, bah, que ça demande beaucoup de présence, beaucoup d'intensité, beaucoup de focalisation, beaucoup de discipline. Et j'ai aimé chez toi cette disponibilité ou cette ouverture d'esprit, tu vois, d'aller voir, envisager d'autres choses, apprendre d'autres choses. Et puis, moi, j'aime aussi les gens joyeux et tu es un type joyeux, donc c'est très sympa pour moi. Alors, ce qui est pas évident, justement, dans le fait d'être ouvert dans une carrière, c'est que la carrière, elle passe vite. On est très vite restreint, parfois, ou pas, par des coachs, par des agents, à aller dans tel chemin. Et généralement, quand on le prend et que ça commence à marcher, on se dit, bah, c'est forcément ça ma recette. Et pas forcément, hein. Il faut toujours, c'est comme dans l'amour, hein, tu sais, il faut changer parfois un petit peu et aller dans des sentiers un petit peu plus battus pour que la mayonnaise reprenne à nouveau. Ouais. Et moi, je pense que je me suis enfermé, en fait, longtemps dans des schémas. J'étais un athlète d'État où j'avais des coachs qui étaient en plus très spécifiques, c'est-à-dire très techniques, et très rationnels. Moi, je pouvais changer ma foulée, l'amplitude fréquence à quelques centimètres près. Voilà, j'étais capable de faire ça. Par contre, l'instinct est venu bien tardivement. Donc, savoir tactiquement créer une course, quoi. Ouais, et puis même se préparer, comme tu l'as dit, la voir différemment. Moi, j'ai eu besoin de faire ces erreurs-là, de les vivre, d'avoir vraiment honte, de faire des tachycardies avant les courses, des choses comme ça, et de me planter pour de vrai, pour pouvoir dire ça plus jamais. Ça, je sais que je peux aller toucher le bas, le fond, donc je veux plus le revivre. Et comment le faire déjà? Voilà, mais en plus, on en parlait tout à l'heure, tous les deux, avant ce podcast. Encore, j'ai commencé ma carrière, on va dire, de haut niveau en 2012. Il y avait déjà de la sophrologie, la prépa mentale, c'était déjà accepté, mais ça l'est encore plus aujourd'hui. Et j'étais pas amené forcément à avoir un hypnotiseur, un sophrologue, voilà, mais on était quand même relativement restreint. Donc, écoute, il n'y a pas de regret sur cette carrière, au contraire, parce que j'ai fini par accéder à une chose extraordinaire. Justement, il n'y en a pas eu des milliers dans ma carrière, il y a eu beaucoup plus de défaites que de victoires, mais j'y ai goûté. Je connais cette sensation, même si ça n'a pas duré très longtemps, et donc je peux encore en témoigner. Et donc le thème, c'est les traversées. Donc, c'est quoi tes grandes traversées tu pourrais dire les traversées de plaisir, les traversées de joie, mais aussi les traversées peut-être plus pénibles, plus difficiles. Parce que se préparer au jeu, par exemple, c'est 4 ans. Tu vois, voire pour certains plus, parce que si tu rates l'Olympiade, il faut que tu te prépares sur plus longtemps, sans pour autant arriver au Graal, si le Graal, c'est les jeux. Alors en fait, l'athlète, c'est particulier parce que t'es deuxième, t'es déjà perdant. Et bon, on va dire qu'il y a tellement eu peu de champions du monde, champions olympiques en athlète, qu'au final, quand t'es deuxième, c'est déjà super pour les gens. Mais on va dire que j'ai accédé rapidement au très haut niveau. À 20 ans, j'ai fait les JO en athlète. Maintenant, c'est correct, en fait, c'est devenu presque normal. Mais en tout cas, moi, je sais pas, à 18 ans, j'étais encore minot, vraiment. J'ai grandi un peu tardivement. Les centimètres, j'en prenais encore à 19 ans, tu vois. Et tu vois, j'ai toujours pas de barbe, donc finalement, ça a pas joué. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré tout ça, à 20 ans, j'ai touché à cette saveur-là du haut niveau, et j'ai pris des raclées phénoménales. J'étais très loin d'être champion du monde, champion là. Et donc, malgré tout, vu que j'étais présent, il y avait des attentes. Tout de suite. À 21 ans, 22 ans, j'avais tout de suite des attentes. En plus, j'ai battu le record de France en 2014, j'avais 22 ans. Et donc là, il y a beaucoup d'attentes médiatiques. Et ça, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal. Et la traversée, pour moi, elle a été brusquée par cette... c'est pas une médiatisation, parce que je suis pas très connu. En revanche, dans le microcosme de l'athlète, j'étais attendu pour les raisons que je t'ai indiquées. Et aussi du fait qu'il y avait personne sur le 800 à ce moment-là. J'ai pris une place, en fait, vacante. Et donc, sur le 800, il fallait qu'il y ait une médaille. Donc, en plus, au championnat d'Europe, souvent, la France réussissait. On avait 23, 24 médailles. Je ne sais plus, je fais partie des générations où il y a eu des records. Mais moi, je n'en avais pas à titre personnel. C'est ça qui était marrant.
Et donc, j'ai trouvé en fait que la médiatisation et l'attente du public a été très rude et j'ai eu beaucoup de temps à m'y faire. Quand tu dis ça, qu'est-ce que tu veux dire par très rude pour toi? C'est-à-dire que je n'ai pas forcément la pression. Tu vois, j'ai toujours préféré le statut d'outsider Ouais. plutôt que celui du favori. Alors, j'ai pas été non plus des tonnes de fois favori, mais j'ai été favori à des championnats d'Europe. J'ai loupé le coche à chaque fois. Alors, des fois, ça peut être des trucs psychosomatiques, hein. J'étais malade avant, comme par hasard. Tu vois, où j'avais des bêtes noires qui sont devenues des bêtes noires finalement. Et le moment où j'ai vraiment gagné. Un adversaire de Oui, un adversaire, il y avait des Polonais, tu vois. J'étais sûr de les battre à ce moment-là, j'étais au top de ma forme, et puis ça arrive, ils trouvaient toujours un moyen. Mais en fait, c'est sûrement moi qui leur laissais le moyen de le faire. Donc ils étaient certainement plus forts que moi dans leur tête. Et moi, j'ai accédé à cette liberté du droit à l'échec plus tard. Et c'est comme ça que j'ai gagné. C'est ça qui est paradoxal, en fait. Qu'est-ce que ça t'a appris, donc, le droit à l'échec? C'est le regard des autres, en fait, tout simplement. C'est ça la clé. Et je le vois encore aujourd'hui, si tu peux parler devant un public, en fait, tu dis ce que tu as à dire comme tu veux le dire. Et c'est ça qui compte. C'est le message que tu as envie de faire passer comme tu es. C'est pareil dans l'amour. Je parle de l'amour une deuxième fois parce que je suis amoureux. Et la meilleure manière de savoir si on est amoureux, c'est on est bien dans le silence avec elle, avec lui, peu importe, d'être à l'aise. Et être à l'aise, moi, c'est quelque chose d'en fait hyper important. Tu vois, être à l'aise avec son coach, avec son agent, avec son attaché de presse, peu importe le sport. Moi, il y avait un mal-être pendant longtemps parce qu'il s'aimait pas, tu vois. Et j'avais envie que tout se passe bien. J'avais envie que tout se passe bien. Ouais, voilà, j'avais envie que tout le monde s'aime bien. Et il y avait une guerre froide. Il y avait une guerre froide et moi, j'étais en plein milieu. Donc ça aussi, ça a bousculé un petit peu, pas ma progression, parce que la progression athlétique, elle reste ce qu'elle est. Et ça, je pense que quand tu es assidu dans le sport, ça fait vraiment par payer. En tout cas, sans blessure, je pense que c'est le cas. Par contre, l'aspect psychologique, c'est des petites aiguilles, tu sais, qui te piquent un petit peu au début, tu les enlèves, c'est pas grave, tu vois. Bien à un moment donné, derrière ton dos, tu peux plus les enlever, quoi. Tu vois, c'est Kirikou. Et moi, c'était ça. Donc, j'ai mis longtemps avant de comprendre qu'en fait, cette ambiance, cet environnement était vraiment primordial pour ma performance. Et donc, comment tu as créé un environnement positif? Qu'est-ce qui t'a permis de créer cet environnement positif? J'ai viré des gens. Je déteste faire ça en plus. Je déteste donner des ordres, je déteste en recevoir. J'ai toujours créé des relations un petit peu amicales avec les gens avec qui je travaillais. Parfois des erreurs, en final, de faire ça. Et un beau jour, en fait, juste avant l'année où je suis champion du monde, c'est 2017. Jusqu'en 2016, j'ai un coach, il est exceptionnel, sauf qu'il ne s'entend pas avec mon agent. Il y a des divergences, des discords même au niveau humain. C'est pas que du professionnel. Ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai fait un choix. J'ai pas forcément fait le mauvais, parce que je suis champion du monde l'année d'après. Mais c'est pas le choix en lui-même qui a fait. C'est pas le fait d'être plus coaché par ce mec qui était fantastique. C'est plutôt le fait que j'étais libéré du poids qu'il y avait entre eux. Exactement. Et donc j'ai trouvé en plus un autre coach qui, lui, on a créé une relation tout de suite fusionnelle. Et donc il me laissait faire peut-être trop, parce qu'à long terme, finalement, ça n'a pas non plus marché à ce niveau-là. Et c'est pour ça aussi qu'il faut serrer les vis parfois de l'athlète. Ces relations-là, elles sont particulières, mais voilà, pour répondre à ta question, moi, c'est vraiment ça qui a fait que ça a vrillé pour moi. J'ai fait un choix finalement, et le choix, il est fort. Oui, alors, tu sais ou pas que une des raisons pour lesquelles j'ai créé ce podcast, c'est aussi pour apprendre à faire des choix et les assumer. C'est que j'ai aidé des gens qui avaient du mal à assumer leurs choix, et j'ai trouvé qu'il y avait tellement de personnes autour de moi qui avaient des choix à faire qui des fois étaient difficiles ou des fois faciles, mais c'est pas parce qu'elles sont faciles pour moi qu'elles sont faciles pour toi. Donc comment on aide les gens à à faire des choix, à les assumer, et surtout à faire des choix justes, sains. Oui, tous les choix. Et on a envie de faire plaisir aux gens, on a envie d'être à l'aise dans son environnement. Et oui, c'est le choix, de toute façon, c'est ça qui génère. Moi, j'ai vu un psychiatre quelques années plus tard, quand j'hésitais à continuer ou pas l'athlétisme. C'est à peu près à ce moment-là que j'ai arrêté ma carrière. Et
j'ai vécu des choses que j'avais jamais vécues, en fait, des sortes de crises d'angoisse. Tu vois, comme quoi tout le monde peut en avoir. Non, c'est là aussi que je me suis dit, j'ai arrêté les jugements de telle ou telle personne en me disant, bah, ce faible d'esprit. Pas du tout, en fait. Non, mais on est capable de vriller tous. C'est ça qui est incroyable. Et en fait, ce mec-là m'a dit, oh, mais faites des choix. Faites des choix. Il faut juste faire des choix. Vous avez des choix forts à faire, certainement. Ouais, quelques semaines, même pas en quelques jours, c'était réglé. Tu vois? Des fois, il y a juste pas les bonnes personnes autour de toi au moment où tu te sens mal et faut pas aller chercher plus loin que ça. En tout cas, moi, j'ai cette philosophie-là qui marche bien jusqu'à présent. Il est resté une phrase, je ne sais plus très bien qui m'a dit ça un jour, mais qui était de dire, ce n'est pas important de faire les bons choix, Il faut les faire. mais faire des choix. Et au départ, pour moi, c'était si, il faut faire les bons choix, pas les mauvais choix. Et il m'a dit, en fait, non, c'est pas vrai. Même les mauvais choix t'apprennent beaucoup de choses. En conséquence, le fait de faire un choix te fait avancer, alors que de ne pas prendre un choix, voire même d'accepter qu'il y a 2 mauvais choix, le moins mauvais, c'est lequel? Non, Voilà. L'indécision, c'est la pire chose qui puisse arriver à un humain, en fait. Elle t'amène dans une sorte d'état vaseux, tu bouges pas. Et ça ne fait que s'empirer. Je sais pas si tu avais déjà vécu une décision dans des moments de ta vie, que ce soit en amour, en amitié ou en professionnel. Moins d'un point de vue professionnel, mais c'est vrai, mais d'un point de vue personnel, bien sûr. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de mauvais choix, en fait. On s'en rend compte après les avoir faits. On regrette jamais vraiment, parce qu'on va déjà mieux après avoir fait. Oui, très rapidement, je regrette plus les choix que j'ai pas faits. Ben, on regrette que les choix qu'on ne fait pas, en fait. C'est vrai. Hein. Alors, je voulais aussi revenir sur. Donc, tu as une carrière de sportif et tu as aussi un projet aujourd'hui. Tu peux nous en parler un peu plus? Moi, j'ai plusieurs projets, en fait, hein, même si aujourd'hui je suis au chômage. C'est agréable. Hein. C'est agréable. Et puis, je me teste à d'autres sports, des sports qui m'amusent enfin. Parce que l'athlé, c'était sympa. Hein, mais c'était sympa parce que j'avais quelque chose à faire dedans. Parce que tu peux former. Parce qu'on m'entendait, parce que je performais, parce que je me trouvais bon dedans. Voilà, c'est plaisant d'être bon dans un domaine. On a envie de continuer à être encore meilleur. Aujourd'hui, je joue. Je joue avec d'autres personnes. Voilà, j'ai pas la pression de me dire faut que je réussisse la compète, machin. Non, pas du tout. À titre professionnel, moi, j'aimerais monter une salle, en fait. J'aimerais aider les gens à courir et pas forcément le très haut niveau. Des gens qui se mettent à la course, des amis. Tu vois, j'ai encore un ami là qui m'a appelé il y a 2 semaines. Il fait du semi-marathon, il a jamais fait de muscu. Voilà, il m'a demandé de l'aide pour savoir si peut-être ça pouvait l'aider, parce qu'il veut passer des caps. Ça ne fera jamais du haut niveau, ce mec-là. Ça me fait plaisir de l'aider, quoi. Et c'est là-dedans que je veux aller, tu vois, presque du coaching perso, mais en même temps, j'ai une idée de salle, tu vois, où j'ai des gens avec un suivi à long terme. C'est des choses comme ça. Et plus en Dordogne. Voilà, plus m'éloigner un petit peu. Ce dont tu parles, ça s'appelle The Clean Project. Je suis président à l'heure actuelle d'une asso qui s'appelle The Clean Project. Donc, on a créé un mouvement avec mon meilleur pote qui s'appelle Brian Cantero et d'autres. Hein, et bon, on n'est pas que 2. L'idée, c'est de sensibiliser les gens sur les déchets sauvages, leur revalorisation. C'est un sujet qui compte énormément et tu vois dans la rue que les gens s'en foutent encore. Voilà, tu vois que le manque de sensibilité des gens qui jettent encore leur mégot par terre, ça veut dire qu'ils n'ont pas vraiment intégré encore l'importance de ces choses-là. Tu peux parler pourquoi un mégot? 500 litres d'eau, quoi, 500 litres d'eau polluée. Donc c'est. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va pas changer le monde avec ce qu'on fait. Par contre, on crée des festivals avec un environnement positif, où ça va être ludique, où les gens ils vont pas forcément que voir des choses qui vont être reliées à l'environnement, mais ils vont aussi faire du sport, ils vont aussi chanter, il y a des box de karaoké. Il y a plein de choses. En fait, on a mis dans une marmite tout ce qu'on aimait, c'est-à-dire le sport, le jeu, la culture, la musique.
au service de cette cause qui est le déchet sauvage. Voilà, parce que pourquoi ça? Pourquoi c'est venu? Tout simplement parce on a couru avec Brian les 4 coins du monde. Et à chaque fois qu'on allait, je ne sais pas, sur une plage, dans des bois, machin, il y avait toujours un petit déchet qui était là pour cacher le moment. Et tu vois, j'ai encore fait une émission de télé l'année dernière, c'était sur une île déserte en Thaïlande. Bon, les mecs, ils avaient fait exprès, tu vois, de balayer un petit peu aux alentours. Et puis en fait, tu faisais 100 mètres derrière, et il y avait des montagnes de déchets. T'as jamais vu ça de ta vie. C'est bien qu'il y a un énorme problème, voilà. Et en fait, nous, on s'est dit, le biais du positif, le biais du jeu, comme quand on est enfant, en fait, c'est la meilleure solution pour faire en sorte que les gens recommencent plus, c'est sensibilité. En fait, moi, j'ai bien aimé, j'ai participé au dernier. Ce que j'ai bien aimé, c'est à la fois le système dans lequel on s'éduque mutuellement, et puis on participe à une grande fête ensemble, et qui fait qu'on a plus envie de participer ou on a plus envie de revenir. L'idée, c'est ça, en fait. On fait toujours des rencontres dans ce genre de festival. On amène des personnalités publiques qui sont pas forcément sensibles au truc, mais voilà, le fait qu'elles viennent gratuitement, c'est gage aussi d'empathie. Et elles sont curieuses. Donc voilà, après, derrière, on fait la fête. C'est pas, voilà, on se prend pas la tête. Il y a toujours mieux à faire et on fera mieux. L'idée, c'est vraiment de sensibiliser le plus grand nombre via les entreprises, via les associations. Voilà, on met aussi en lumière, surtout d'ailleurs, on est connecteur en fait de gens qui, eux, œuvrent pour de vrai. Parce que nous, on n'est qu'une asso qui connectons les gens, mais il y a des petits génies qui créent des usines pour revaloriser les mégots avec des systèmes d'eau qui est recyclable. Enfin, bref. Ouais, ou des bouteilles d'eau. Voilà, non, mais il y a plein. C'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais moi, ça me fascine. Ces gens-là sont fascinants. Mais j'aimerais que les gens les connaissent. C'est aussi pour ça qu'on fait ça. Donc là, on est parti sur plutôt une traversée qui pourrait être une traversée entrepreneuriale pour toi. Toi, si tu te projetais dans quelques années, qu'est-ce que tu aimerais avoir vécu? Bah, c'est une très bonne question. Parce que j'ai moins en moins envie de voyager. C'est paradoxal, hein, parce que finalement, quand je voyageais avant, c'était pour faire du sport. Et je voyais pas forcément toutes les cultures que j'aurais pu voir. J'avais pas forcément le temps de le faire, pas l'énergie. Et aujourd'hui, je me contente d'autre chose. Tu vois, je vais chercher plus des relations saines, des relations amoureuses. Quand je vais en soirée, si j'y vais, c'est pas pour les mêmes raisons. Voilà, c'est plus pour rester plus longtemps et parler en profondeur avec des gens. En fait, on change. Enfin, moi, j'ai changé. C'est pas toi à quel âge ça s'est passé pour toi. Mais en fait, on n'est pas du tout pareil. Autour de 30 ans, je sais pas ce qui se passe exactement. Il y a un cycle hormonal. C'est pas que les filles. Hein. Et donc, où je me vois, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir vécu? Là, tu vois, je suis dans un délire je veux apprendre à faire des choses concrètes. De jardin. Apprendre avec les animaux. À faire des choses. C'est con, hein, je veux pas devenir berger, mais je veux savoir m'occuper d'animaux, de la ferme, des choses comme ça. C'est vraiment à ça que je tends. Ok, super. Voilà. Ouais, pour moi, il n'y a pas de... Tu sais, je pense que plus on est connecté à la nature, la nature, c'est un livre ouvert, donc il faut juste prendre le temps de lire. Non, mais la nature, c'est... J'en reviens, là, tu vois, j'étais encore en Dordogne hier. On est quand même mieux, hein. Et pourtant, je suis citadin. J'adore. J'adore boire des bières avec mes potes en terrasse. Pas de problème. Mais je pense qu'il faut les deux. Alors, je voulais aussi te demander qu'est-ce que tu vas retenir de ta réussite précédente, tu vois, ou de tes échecs précédents, pour que, on va dire, tu sois une meilleure version de toi ou une meilleure version, où tu puisses aider d'autres à devenir cette meilleure version d'eux-mêmes. Bah, j'ai retenu beaucoup de choses en fait. C'est-à-dire que j'ai gagné ça. Il y a quelques années quand même, les gens, on va dire, me reconnaissent pour cette victoire au championnat du monde. Il y en a eu d'autres qui ont compté presque plus que celle-là en ma carrière. Pour toi, ouais. Oui, bien sûr. Celle, tu sais, où tu commences à comprendre que tu peux. Voilà.
sont presque plus importants parce que en fait, l'aboutissement après, c'est quelque chose de fantastique, mais c'est très éphémère. Celles-là, elles sont fondatrices. Ouais. Alors que la préparation, quand tu sais que tu peux aller chercher quelque chose, c'est comme si tu jouais à un jeu en fait. Et tu sais que tu es en train de progresser, tu le vois jour après jour. Ce truc-là t'apprend à te dire que si tu te mets à fond dans quelque chose et tu le sais bien avec les bonnes personnes, c'est possible. Tu vois? C'est ça le message moi que je veux passer aux gens, c'est-à-dire que c'est banal au final, bien s'entourer, hein, faire gaffe à son argent et tout. Et en fait, c'est tellement important. C'est tellement important de préparer l'avenir, tu vois? Moi, j'ai toujours été, quelqu'un de je vais droit au but et le plaisir, je me le rapine du coup, il me le faut vite et en fait, il n'y arrive pas vite, au final. Donc on est patient. Dans le sport, tu es obligé d'être patient. Disons, on paraît hyperactif. Je pense que je parais hyperactif. Finalement, on attend palier par palier, quoi. Et je sais pas comment tu prépares tes sportifs. Et tu m'as dit que tu les préparais au long terme. Et comment tu fais qu'ils comprennent ces paliers-là? Parce que moi, ils sont arrivés et j'ai pas eu le choix. Tu vois? Tu te manges des murs, tu te dis: «Ah, je suis enfin bon là, c'est sûr, je vais faire un truc, je vais faire un casse». Puis tu arrives à la compète et tu te rends compte du gouffre qu'il y a encore entre les meilleurs et toi. Et quand tu reviens à l'entraînement, par miracle, en fait, vu que ton cerveau, il s'est focalisé sur ce que c'est vraiment les meilleurs, tu deviens meilleur. C'est comme les records du monde, tu vois, ils évoluent de cette façon-là. Oui. Bah, moi, ce que j'ai appris, en fait, c'est que tu peux pas te coacher à être meilleur, mais tu peux te coacher à devenir la nouvelle personne que tu veux être. C'est-à-dire, je sais pas, si je voulais, c'était mon adversaire et que bah, je vais te regarder et je vais modéliser sur ce que je peux modéliser, mais pas être toi, parce que je ne fais jamais toi. Je sais pas, j'ai pas ta foulée, je suis plus large d'épaule, c'est pas le même gabarit que toi. D'accord, non, mais on est assez grand tous les deux, mais on n'a pas le même gabarit. Et donc, c'est quoi mes qualités, c'est quoi? Et donc, souvent, on s'occupe de ce qu'on n'a pas au lieu de s'occuper de ce qu'on a. Et on développe pas ces excellences. On s'occupe d'être moins mauvais à l'endroit où on est mauvais, tu vois. Donc, déjà, on perd beaucoup d'énergie là-dessus. Pour moi, toi, c'est tu toujours développes que le l'excellence. positif. Ok, d'accord. Donc, tu travailles déjà que sur l'excellence. Et la deuxième chose, c'est que tu t'habitues à aller regarder ce que l'autre fait. Je ne sais pas s'il se discipline mieux que toi, il s'alimente mieux que toi, il dort mieux que toi. Enfin, j'en sais rien. Mais où il est plus à l'aise avec la presse, où il se met pas la pression, ou je ne sais pas quoi. Mais qu'est-ce qui te saute aux yeux quand tu le vois? Et je m'occupe que de ça. Et petit à petit, bah, il y a des choses sur lesquelles tu ne peux pas ouvrir tes yeux tout de suite. Et encore faut-il le déceler. Oui, mais c'est pour ça qu'en fait, on essaie de tout déceler, alors qu'en fait, il n'y a qu'un truc à déceler. Parce que tu ne peux pas prendre tous les sujets. Tu vois? Donc, tu vois, je sais pas, j'en sais rien. Moi, pendant longtemps, comme je suis grand, on me disait, faut que tu soignes tes départs. Tu en es un peu moins. Tu vois de la natation? Ouais, de la natation. Ouais. Et donc, bah, en fait, moi, je rêvais de mes plongeons. Et globalement, j'étais plutôt le meilleur plongeur. Je sortais presque tout le temps devant. Et psychologiquement, c'est déjà positif. Tu sors toujours devant. Tu sors toujours devant. Et après, c'était, bah, t'es grand, mais il faut que tu travailles des virages. Bon, bah, les virages. Je dormais avec mes virages. Je m'endormais. Il y en a qui comptaient moutons, moi, je comptais mes virages. Tu vois. Ce que je veux te dire, c'est que il y a plein de techniques et après, on peut utiliser les techniques, tu vois, pour travailler pour ton corps. Mais d'abord, il faut choisir quoi. Et souvent, bah, une fois de plus, c'est l'indécision. Ouais. Et on s'en fout que tu essayes un truc qui marche pas. Ok, il marche pas. Bah, le truc, comme tu m'as dit, tu as le temps. Non, mais c'est fou. Tu as le temps, mais ça passe vite. Oui, mais si tu Ouais. prends pas de décision, ça passe très vite. Mais c'est clair. Non, mais bien sûr. Et les mois passent très vite, surtout dans le sport. Non, mais ça me fait penser à des images. Quand j'étais petit, je me refaisais des scènes. Et ce qui fait qu'au moment où bah, tu arrives dans le stade, c'est moins impressionnant finalement, parce que les pics d'adrénaline, tu les as eu La veille, la veille, des mois avant dans ton lit, parce que tu t'es projeté exactement cette scène-là avec telle personne à côté, tu vois. Je sais pas si tu te faisais ça, toi, ces projections. C'est pour ça que moi, la sophrologie, quand j'en ai faite, c'était pas, ça changeait pas grand-chose de ce que je m'imaginais moi déjà. Donc j'en ai pas eu beaucoup besoin. Ouais, d'accord.
de te calmer, de ralentir ta respiration. Ah, parce que j'étais capable de me faire monter mon taux de cortisol et d'adrénaline n'importe quand. Il suffisait juste que je me fasse la bonne projection. Moi, j'avais juste besoin, tu vois, ça m'a aidé, moi, à vider mes pensées. J'avais trop de pensées. Ouais. Tu vois, qui ne m'aidaient pas à me focaliser. Donc, ça m'a permis de vider mes pensées. Intéressant. J'ai appris à avoir 0 pensée alors que j'en avais 3 avant. Ok. Et ça t'a aidé dans les départs et tout? Bah, ça m'a aidé, en fait, à rester concentré, quel que soit ce qui se passe. Ouais. Et à être vigilant sur mes routines, par exemple. Ok. Il y a beaucoup de TDAH dans les sportifs de haut niveau? Ouais. Ouais. Tu les décèles maintenant? Ouais, c'est bien. Intéressant. Donc, si on poursuit, moi, j'ai entendu prendre des décisions, j'ai entendu repérer les éléments fondateurs pour pouvoir, tu vois, capitaliser dessus. J'ai entendu aussi, tu disais, qu'il faut être plus assainir l'environnement, c'est un des points importants, assainir l'environnement. Mais je pense que c'est vrai, pas spécialement dans le sport, tu vois. Non, mais c'est vrai partout, c'est clair. Mais dans le sport, on nous demande tellement d'être pointilleux, tu vois, juste. Bah, bien sûr, on est alors lui haut niveau. Après, on est résilient, hein. Putain, c'est fou. L'humain, il est résilient. Il y a des gens, ils font des carrières avec des pourritures autour d'eux et ils y arrivent, hein. Ils y arrivent. On sait pas ce que ça donne après, tu vois. Mais on sait pas ce que ça aurait pu donner dans un meilleur environnement aussi. Voilà. Moi, j'ai juste besoin d'être. J'aime bien être heureux, tu vois. Je pense que j'en ai besoin pour performer. Je sais pas, il y a des gens, je pense, ils vont loin dans la douleur psychologique et ça leur va d'être assez seuls. Voilà, ils ont comme moteur la rage. Moi, je l'ai eu, c'est ce moteur-là. À la fin, il m'allait plus, quoi. Tu vois, il m'en fallait un autre. Qu'est-ce que ça fait la rage pour toi? Moi, j'étais en colère, tu vois. J'étais en colère. J'ai vécu des moments pas hyper agréables dans ma jeunesse, tu vois, des petits bizutages au collège avec mon pote, voilà, tu vois. Et en fait, l'humiliation. Ouais, et finalement, en fait, quand tu regardes derrière, c'est pas grand-chose. Mais c'était pas des proportions énormes quand t'es petit, tu vois. Et ce truc-là s'est alimenté année après année, alors que ces gens-là, je ne les ai plus revus. Hein. Aujourd'hui, je pourrais leur serrer la main, je me rappelle même plus de leur prénom, si tu veux, et de leur visage. Mais pendant longtemps, non. Mais c'est parce que je suis ce que je suis aujourd'hui. J'ai sûrement réussi dans le sport et que ça m'a aidé à passer, à gommer le passé. Mais pendant jusqu'à 23, 24 ans, que j'étais là-dedans. Et c'est ce moteur-là qui me disait, cette rage, qui me faisait me réveiller le matin et me dire non, t'y vas. Mais je trouve qu'à long terme, ça marche pas. Tu vois. C'est un hypnotiseur qui m'avait dit ça d'ailleurs, quand j'avais raconté cette histoire. Il m'avait dit, ouais, ça t'a aidé jusqu'à présent, mais si tu veux battre des records, aller plus loin. J'avais pas réussi en plus d'ailleurs. Je suis pas allé au bout du processus et puis après, je me suis lassé un petit peu de la fée. Mais n'empêche que je pense qu'il avait raison. La rage a un avantage, c'est qu'elle nous met dans une sorte de mensonge, je pense. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que dans un effort sans compter, tu vois. Oui. Mais qui est lié sur un mensonge, bien sûr. Et donc, l'avantage, c'est ça. Le désavantage, c'est qu'un jour, on le paye. Exactement. Ah oui. Ça peut pas être ça toute ta vie, quoi. Sinon, tu développes un cancer à 30 ans. Non. C'est ça. Donc, la rage, la peur. T'as déjà eu ce moteur? J'ai eu très peu. Non, je suis pas très. Moi, je pense que. Dès que j'ai pu comprendre que le courage, ce serait la vertu qui m'aiderait, j'ai travaillé le courage. Et j'ai pas toujours été courageux dans ma vie. Mais j'ai compris comment on devient courageux. Et je sais l'enseigner aujourd'hui. Mais je comprends pas pourquoi c'est pas enseigné à l'école, parce que ça aurait changé ma vie. Et beaucoup de gens qui sont autour de moi me disent tout le temps ça. C'est que ce que je leur ai appris, peu importe quel âge ils ont, m'ont dit, mais si j'avais su ça avant, le nombre de décisions que j'aurais prises, que je n'ai pas pu prendre, que j'ai fui, tu vois, bon. Et même si parfois la fuite est la bonne réponse, hein, c'est pas ça le sujet. Mais le nombre de fois où tu sais que tu n'es pas fier de toi parce que
parce que tu aurais aimé être courageux et puis tu l'as pas été. Ou bien moi, j'ai été courageux pour certaines personnes et pour moi, c'était de la conscience. J'avais pas peur. Ça m'a pas paru difficile. C'était pas du courage. Ouais. J'étais inconscient. Tu vois, c'est très différent, l'inconscience et le courage. Plus tu grandis, plus c'est dur d'être courageux. Donc après, si tu décides de l'être, en vrai, C'est ça. comme travailler. Je suis d'accord avec toi. Mais je veux très bien en plus. Comment on peut manquer de courage en plein de moments. Donc, je voulais revenir aussi sur un point que tu as dit, euh, qui font que par moment, en fait, on se focalise là sur un effet générateur qui était les humiliations pour toi enfant, ou bien on se focalise sur les problèmes qui entre mon agent et mon entraîneur, en fait. Et comment toi, tu es arrivé, alors, soit en prenant des décisions, mais comment aussi par moment on arrive à faire abstraction de ça, toi, pour rester dans une performance. Est-ce que tu as réussi par moment à faire abstraction pour être dans la performance? Très longtemps, j'ai fait abstraction de ça. Et tu le fais parce que tu comptes pas, en fait. Tu comptes pas les filets, tu comptes pas les entraînements. Donc, par le rire, tu vois, t'es avec les autres. Dans la détente. Ouais, tu détournes le problème. Et ça, moi, je savais bien le faire. Tu vois, Tu es un bon détourneur. mais je pense qu'on l'est tous un Oui, petit peu. bien sûr. Je pense qu'on l'est tous un petit peu, on détourne nos problèmes. Et c'est tellement normal. En fait, pourquoi se faire mal, au final? Et donc moi, je détournais le problème dans l'humour, dans la douleur à l'entraînement, et ça m'allait. Voilà, donc il y a une sorte de hypocrisie slash intelligence, c'est-à-dire que tu vas parler, si on parle du coach, ou je parlais de cette façon au coach, et je parlais d'une autre façon à l'avant, et je leur disais ce qu'ils avaient envie d'entendre pour pas que ça soit trop la guerre. Et c'est valable pour d'autres choses, tu vois, qui n'étaient pas forcément reliées aux deux. Ça, c'est du détournement de situation qui, pour moi, c'est ça, faire abstraction. En tout cas, c'est comme ça que j'ai fait pendant des années. Comme tu dis, ça tient pas une carrière. Et ça tient encore moins une vie. C'est pas possible. L'honnêteté, Donc, l'honnêteté intellectuelle, si c'était à refaire, tu ferais quoi? Pas obligatoirement toute ta carrière, mais s'il y avait des c'était à moments- refaire en sachant, par rapport à ce que tu es aujourd'hui, tu vois. eh bien, je pense que j'aurais bossé avec les mêmes personnes. J'aurais fait certainement les mêmes choix, mais en étant plus honnête. En étant plus vrai. Voilà. Je pense que l'hypocrisie peut te faire beaucoup de cadeaux, peut pervertir, mais en même temps peut faire garder un cap. Et ça dégoûte d'y penser. C'est vrai que j'ai pu être comme ça. Voilà. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on est. Hein. Bien sûr, c'est clair. Et puis, si on n'a pas pu faire mieux, c'est qu'on ne pouvait pas faire mieux. Mais de nombreuses fois, hein, sur plein de sujets de ma vie, je me suis dit, j'aimerais tellement me retrouver à ce moment-là et faire ce choix. Tu vois? Effectivement, c'est souvent des non-choix. C'est souvent des non-choix. Plutôt qu'un mauvais choix. Eh ouais, bien sûr. Je te remercie. On va aller vers la conclusion doucement. Et je me disais, tu vois, là, on est tranquille sur une terrasse. C'est quand même des moments privilégiés. Et donc, tu vois, c'est quoi les moments que tu te projettes? Tu me dis peut-être la Dordogne, peut-être être plus proche de la nature, en tout cas des animaux. C'est quoi tes autres projets? Projet d'une salle, peut-être là-bas aussi? En fait, je vis vraiment simplement. Tu vois, je suis un minimaliste et je me le prouve encore plus qu'avant. Ça fait plaisir de savoir qu'en fait, je me plantais pas sur moi et j'ai envie de tendre là-dedans. Et tu vois, plus je tends là-dedans, plus les gens, au final, qui sont autour de moi, sont ceux qui étaient tout début. Des relations saines que j'aimais. Je me rapproche de ma famille, qui au final, je pense que je l'ai un peu négligé, pas totalement, mais pendant quelques années, de carrière. Tu vois, au final, c'est eux qui comptent beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle j'ai envie de me rapprocher de Dordogne. Tu vois. Et donc, voilà, vivre pour créer un petit cocon, un truc assez simple. Rien de, franchement, rien de particulier. Simple. La simplicité. Mais c'est une bonne idée. Donc, on va finir sur ce mot.
On vous souhaite tous de la simplicité. Bah oui. À très bientôt sur la traversée. Et merci Pierre. Merci Hervé, merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez tous soin de vous. À tout bientôt. Ciao. Si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez vivre vos rêves plutôt que rêver votre vie, alors je vous invite à découvrir mes conférences et tous mes ouvrages sur mon site hervéfranceschi.com. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcasts ou mettez un pouce sur ma chaîne YouTube ou encore sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Merci de votre écoute et à très bientôt sur la traversée.